Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et dans cet épisode, comme depuis début juillet, on continue à parler sexe et ou séduction, toujours en ayant bien à l'esprit qu'un été sans sexualité, ça peut aussi être parfait. Vous écoutez Mansplaining épisode 95. Ne craignez pas que votre pénis ne soit plus le centre du monde. Un podcast Slate.fr. Dans cet épisode 95, on retrouve Magali Crozet-Calisto, sexologue, psychologue et addictologue, mais aussi autrice des Révolutions de l'orgasme, un livre publié en mai aux éditions de l'Observatoire. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 93, qui date du 20 juillet, je vous recommande d'y jeter une oreille, et même plus. Elle nous y parlait de l'évolution et de la révolution de l'orgasme chez les hommes cisgenres, et en particulier du point prostatique. J'ai tenu à parler plus longuement avec Magali Crozet-Calisto, car dans son livre elle développe toute une réflexion sur les hommes et sur le fait qu'ils doutent. On n'ira pas jusqu'à parler de crise de la masculinité, puisque comme cela a été démontré, ce phénomène n'existe que dans la tête des hommes, et ce depuis que les humains sont sur Terre, ou presque. Lisez absolument le livre de Francis Dupuy-Derry sur le sujet, tout simplement intitulé « La crise de la masculinité, un mythe tenace ». D'ailleurs, le tout premier épisode du podcast de Victor Tuaillon s'appelait « Il n'y a pas de crise de la masculinité ». Écoutez-le aussi. Avec Magali Crozet-Calisto, on a parlé du fait que les hommes se sentaient remis en question, souvent à leur corps défendant, et que ça les faisait pas mal gamberger. Attention, dans cet épisode, on observe ce qui se passe, ce qui se dit dans le cabinet des sexologues, mais il n'est nullement question de plaindre les hommes. C'est une bonne chose qu'ils soient en plein doute, même si ça peut en rendre certains dangereux. Je n'arrête pas de dire que le doute peut être un super carburant s'il est bien dosé. Et l'irruption du doute dans le masculin est sans doute ce qui peut arriver de mieux à notre société. Depuis alors déjà, Philippe Breno, qui est sexologue et anthropologue, en 2012, disait que les couples des années 2000, en fait, se sont davantage construits sur une sexualité relationnelle, qui impliquait une égalité des échanges, et en fait une remise en cause de l'autorité masculine et de la domination masculine de type patriarcal. En plus, il y a eu MeToo qui est arrivé ensuite, et dès lors on voit qu'une menace sur la virilité est apparue pour beaucoup d'hommes, dans la mesure où la performance sexuelle des hommes dépendait désormais, en fait, de la réciprocité de leurs relations, et donc de la prise en compte du désir de leur partenaire. Et si les partenaires ont des désirs avec des sextoys, par exemple, d'une certaine dimension, ça a pu créer des angoisses de performance, des inquiétudes, et beaucoup d'hommes se sont sentis déchus de leur position de sujet omnipotent, on va dire à l'époque, pour devenir objet du regard des femmes. Et donc objet avec cette sensation d'être potentiellement évaluable. Voilà, on est dans une période au cours de laquelle les hommes peuvent enfin être remis en question, notamment par les femmes. On a beaucoup parlé, à travers des livres aussi différents que ceux de Mona Chollet et Juliette Drouhard, de la réinvention du couple hétérosexuel, ou même de la sortie de celui-ci pour toutes les femmes qui n'y trouvent pas ou plus leur compte. Ça donne des hommes qui ont du mal à se poser les bonnes questions, qui pensent que les sextoys vont bientôt les remplacer complètement, et qui se disent que si leur pénis n'est plus le centre du monde, alors ils ont peut-être perdu toute raison de vivre. La technologie pour faire jouir les femmes, c'est devenu un délire, les amis, vous êtes au courant ou pas ? La dernière fois, j'ai ouvert un tiroir chez une meuf, je suis tombé nez à nez avec une tub en plastique turbo-rotative à double piston hydraulique, les amis. Waouh! Eh, y a plus besoin de nous, hein! Ah là là, si vraiment elle couche avec toi, c'est parce qu'elle t'aime bien, les amis, hein! Ah là là, t'es remplaçable, mon gars! Ouh! T'imagines même pas, les technologies maintenant, c'est développé par la NASA. Moi, le truc que j'ai vu, tu le plantes dans le désert, il mouille direct, hein! Magali Crozet-Calisto. Il y a eu toute une forme de dépression chez certains hommes suite à l'arrivée des sextoys. Ils se sont sentis mis en confrontation, en concurrence avec ces objets. Or, tout l'enjeu, évidemment, est de dire que c'est le relationnel qui fait une relation et non pas la robotisation ou la technique. Donc, c'est de revenir dans une forme de principe de réalité qui met au centre la relation avec tout ce qu'elle englobe autour, les endorphines, l'imaginaire que la rencontre entre deux personnes peut susciter, et que la technique, certes, elle peut toujours s'améliorer entre deux personnes, mais ce n'est peut-être pas ça qui fait justement tout l'enjeu d'un rapport sexuel. Et on voit qu'aujourd'hui, l'une des questions primordiales, c'est savoir pour les hommes, savoir ce que signifie être un homme moderne, sachant que la déconstruction du masculin
Et toute la féminisation qui est arrivée ces dernières années avec MeToo, eh bien, sont venus déconstruire, et c'est tant mieux, certains schémas genrés de viriarcat, comme on dit. C'est vraiment ça qui se produit dans la tête des hommes, et donc entre leurs jambes. Ils ont la sensation que ce monde est en train de se féminiser à vitesse grand V, et j'insiste sur le fait que ce n'est qu'une perception de leur part, parce que les choses avancent, mais vraiment pas de façon fulgurante, mais en tout cas, ils ont soudain l'impression de ne plus avoir les codes, de ne plus être ceux qui tirent totalement les ficelles. Paradoxalement, plus la société devient égalitaire et libérée, et plus les angoisses de certains hommes s'amplifient. Parce que, en fait, déconstruire la domination masculine et les figures ancestrales de l'autorité revient dans l'imaginaire de nombreux hommes à s'attaquer à leurs facultés érectiles. Et en fait, c'est là que le bas blesse, parce que beaucoup d'hommes, et de femmes aussi, ont du mal à résoudre l'équation entre le respect, la tendresse, le partage des tâches d'un côté, et puis les moments de désir, d'amour et de sexualité d'autre part, avec l'inattendu, le lâcher-prise, et l'explosivité aussi parfois, que ces moments revendiquent. Soudain, la quête des hommes, y compris dans les cabinets de sexologie, devient ontologique, existentielle. Il ne s'agit plus simplement de consulter pour savoir pourquoi on a des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce, mais il s'agit en filigrane de se demander à quoi on sert. Ah, y a pas besoin de nous, les amis. Moi, tu sais, le truc qui me fait le plus mal en tant qu'homme, c'est que ça ressemble plus du tout à des trucs d'hommes, tu vois. Ça ressemble à des longs doigts d'aliens qui vibrent. Vous êtes dans un délire chelou, en vrai. Tous y vibrent. Tu sais comment ça m'énerve, ça? Tous y vibrent. Moi, je comprends pas, ok? Tous y vibrent. Si les femmes, elles aiment bien quand ça vibre, pourquoi on n'est pas là avec des bites qui vibrent, en fait, nous? Ah, je comprends pas ça, moi, ça me vénère, moi, ça. Donc maintenant, quand on fait l'amour, faut mettre les doigts dans la prise. Elle est là, la solution. On voit que la question sous-jacente de certains hommes qui consultent aujourd'hui en sexologie, eh bien oui, comme vous le disiez, elle s'avère plus ontologique en fait que thérapeutique, parce qu'elle concerne le sens de leur existence auprès des femmes, ainsi que leur rôle dans notre société. Donc, à quoi servons-nous est vraiment une question récurrente, parce que certains hommes ne savent plus où se situer. Ils ne comprennent plus ce qui est attendu au niveau social, au niveau culturel, familial, sexuel, et ils se perçoivent souvent comme inutiles, voire accessoirisés. On les prend, on les utilise et on les laisse. C'est souvent ce qu'on entend dans le discours aujourd'hui de certains hommes. Le bilan est assez ironique. Désormais, les hommes vivent mal le fait d'être parfois traités comme eux-mêmes traitent les femmes, à savoir comme des objets corvéables à merci qu'on peut jeter après utilisation. Pour Magali Crozet-Calisto, un changement de regard sur leur sexualité peut aider les hommes à trouver leur chemin et à trouver leur rôle. Une fois encore, un homme qui cesse de raisonner comme un pénis sur pattes a déjà fait une partie du parcours. En tout cas, c'est un bon début. Moi, je pense que l'une des clés de cette réinvention ou de cette révolution, c'est le relationnel, c'est la communication, c'est le polyorgasme, savoir que les hommes peuvent jouir aussi de plusieurs parties de leur corps. Donc, tout ceci permet de décentrer les hommes de cette éducation à la sexualité uniquement pénienne, que moi j'ai appelé monofocale, pour aller vers quelque chose de plus global et de plus diffus. Côté sexualité, attention cependant à ne pas passer d'un extrême à l'autre, comme l'explique la sexologue. Beaucoup d'hommes ont pu, de manière tout à fait altruiste au départ, se focaliser sur le plaisir de leur partenaire, en se disant au moins je sais que ma partenaire a du plaisir, donc c'est déjà ça. Mais c'est toujours à double tranchant, cette approche-là. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça peut mettre la partenaire en situation délicate, parce que pour faire plaisir à son compagnon, eh bien, elle peut utiliser la technique de la simulation, elle ne va pas vouloir le décevoir. Elle sait que c'est important pour lui de savoir qu'il donne du plaisir. Donc ça peut générer dans les couples quelques malentendus ou en tout cas quiproquos. Et aussi, elle peut se sentir presque entrer dans une forme de dépendance dans le fait de devoir répondre à l'attente du plaisir que son compagnon souhaite donner. Ça, c'est pour le côté de la partenaire. Et puis pour le côté de l'homme lui-même, ça peut être aussi une technique qui va être renarcissisante. Et finalement, le but n'est plus forcément de donner du plaisir à sa partenaire, mais de se renarcissiser lui-même en se disant
eh bien, je sais que je peux lui apporter du plaisir, donc c'est ça qui va me faire du bien et me faire plaisir. Alors très bien, mais simplement c'est bien aussi qu'il puisse penser à lui, se reconnecter à ses propres sensations psychocorporelles et éprouver lui-même, durant l'acte, du plaisir. Ou alors chacun son tour, c'est ce que permet aussi le slow sex. La conclusion de tout ça, et d'ailleurs de ce cycle estival qui s'achève ici, c'est qu'il y a énormément de pain sur la planche pour réinventer nos sociétés et pour que tout le monde y trouve une place satisfaisante. Les hommes sont en questionnement identitaire. On touche, c'est pour ça que je parlais d'ontologie, de questionnement ontologique. Il y a une question de sens et une question existentielle là derrière. C'est et so what? Maintenant que la déconstruction est en cours, derrière, qu'est-ce qui se passe? Et il va s'agir, au niveau politique, économique, relationnel, culturel, de rassurer et de trouver des nouvelles formes d'être. Pour ça qu'on parle d'ontologie. Et dans ces nouvelles formes d'être, il y a ces nouvelles formes du jouir, ces nouvelles formes de jouissance. C'est pour ça que les révolutions de l'orgasme, aujourd'hui, notamment avec toutes les formes d'orgasme dégénitalisées, me semblent être une des pistes importantes à étudier et éventuellement à mettre en pratique pour un meilleur épanouissement de chacun. Les révolutions de l'orgasme de Magali Crozet-Calisto est disponible dans toutes les bonnes librairies, aux éditions de l'Observatoire. Les extraits de stand-up que vous avez pu entendre proviennent de la chaîne YouTube de Romane Fraissinet. Le lien pour voir son passage entier se trouve dans la description de l'épisode. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation Aurélie Rodriguez. Montage Mona Delahaye. J'espère que tout va bien pour vous, faites attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours, pour le début de la saison 5 et l'épisode 96.